Bienvenue dans l'émission Le débat économique de Canal 2 Info. C'est la première édition de cette année, donc bonne année 2015. Et aujourd'hui, notre sujet, le sujet de ce débat d'aujourd'hui, c'est problématique de la relation FMI, donc Fonds monétaire international, FMI, et CEMAC, pour ceux qui ne connaissent pas, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Alors, pour cette première édition de cette année 2015, voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Je vais commencer à ma gauche, car c'est la première fois qu'il participe. Il se nomme Charles Hobson. Il est ingénieur expert en stratégie d'innovation, futurologue, et puis il est aussi directeur de publication du magazine panafricain bilingue Nova Africa. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci, monsieur. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui comme participant dans cette émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir. D'accord. Et à ma droite, c'est un habitué du plateau ici, un journaliste et chercheur, et aussi qui s'intéresse aussi sur des sujets économiques. Il se nomme Henri Diabaté Mandeng. Monsieur Henri Diabaté Mandeng, soyez les bienvenus. Merci Elie Smith, bonne année, merci de m'avoir invité. C'est un honneur renouvelé pour moi d'être là. Je voudrais dire bonjour à toute l'Afrique. Vous savez, notre responsabilité en tant qu'Africains est importante au moment où l'Afrique doit être la première puissance du monde. On peut le faire, c'est possible. C'est possible, voilà, donc l'Afrique peut devenir la première puissance mondiale. Ça, on attend ça depuis longtemps. Et ben, il faut toujours espérer. Bon, comme nous allons parler du FMI, parce que vous savez tous que Madame Christine Lagarde est ici. Et Madame Christine Lagarde, c'est qui? C'est la patronne du Fonds monétaire international. Elle est en tournée africaine. Elle était d'abord au Nigeria, et là-bas au Nigeria, elle a dit, ce qui m'a marqué, c'est que au Nigeria, le Nigeria n'a pas besoin d'un prêt du FMI, selon Madame Catherine Lagarde. Et Madame Catherine Lagarde qui a rencontré les autorités camerounaises, et puis selon le quotidien camerounais Cameroun Tribune, elle a aussi passé 40 minutes avec le chef de l'État. Bon, pour Cameroun Tribune, nous ne serons pas quand même très surpris. Elle dit une quarantaine de minutes d'audience présidentielle au Palais de l'Unité hier en fin de journée, donc de 17h à 17h40 minutes. La directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, a elle-même qualifié cette audience avec le président Paul Biya d'excellentes rencontres en répondant aux questions des journalistes. Mais là, c'est avec le Premier ministre camerounais Philemon Yang. Et elle a dit quelque chose qui me paraît important de mentionner ici. En visite au Cameroun, selon Jeune Afrique, la directrice générale du Fonds monétaire international estime que le choix des autorités d'instaurer des incitations et des régimes dérogatoires pour attirer les investisseurs n'est pas judicieux. Elle leur conseille aussi d'investir dans des infrastructures à valeur ajoutée au lieu de multiplier les projets. Ça, c'est le Fonds monétaire international qui le dit, et c'est Madame Christine Lagarde qui dit. Voilà, c'est là on plante le décor de notre émission. Je vais commencer avec vous, Monsieur Charles Hobson, parce que vous êtes un expert, un ingénieur expert en stratégie. Alors dites-nous, je sais quand la directrice du Fonds monétaire international vient en Afrique, elle était d'abord au Nigeria, première puissance économique en Afrique, qui a aussi des difficultés économiques, et elle vient au Cameroun. En dehors du Cameroun, elle va rencontrer les ministres des Finances de la zone CEMAC. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, merci de la question. Mais je pense qu'avant de répondre à la question, on doit d'abord se poser une autre question. Pourquoi le Cameroun a besoin de Christine Lagarde pour adresser ses problèmes? Je pense qu'elle est ici pour une raison. Apparemment, c'est parce que depuis un certain temps, l'activité économique des pays de la CEMAC est en train de se détériorer. Parce que ces pays dépendent essentiellement des produits de base, des cours de produits de base. Oui, et pour ne pas vous interrompre, regardez un peu le fil. Voilà. Il paraît que, selon les estimations du FMI, cette année, la croissance de l'ensemble de la zone CEMAC ne serait pas au-delà de 2%.
Voilà. dont la zone CEMAC est virtuellement, est en crise, pas même virtuellement. Donc, justement, la zone CEMAC est en crise. Mais les vraies raisons de la crise, est-ce que c'est des raisons essentiellement conjoncturelles ou structurelles? C'est-à-dire que ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faut déjà déterminer où le problème, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas encore appréhendé et défini. Moi, je pense que c'est là où se trouve le hic ici, là. Parce qu'on peut faire venir Christine Lagarde au Cameroun, dans la CEMAC, mais si on ne définit pas réellement quel est le problème, elle ne peut pas trouver une solution à ce problème-là. Donc moi, je pense que sa visite n'a pas de valeur si on ne comprend pas quels sont les vrais problèmes que nous avons. Et on peut essayer d'élaborer sur certains des problèmes auxquels font face, par exemple, des petites et moyennes entreprises qui peuvent être à la source de la croissance au niveau de la CEMAC. D'accord. Voilà. Je vais revenir sur vous, vers vous encore, mais je me retourne cette fois-ci à monsieur Diabaté Mandeng. Je vous pose la même question. Quand Madame Lagarde, qui est la numéro 1 patron du Fonds monétaire international, décide de venir pour une tournée de 6 jours en Afrique, c'est quand même important. 2 zones importantes. Le Nigeria, c'est un pays, mais on peut la considérer aussi comme une zone, vu sa croissance économique, sa démographie ou sa puissance économique. Et puis, le Cameroun et la zone CEMAC. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut déjà dire que c'est dans la tradition des institutions de Bretton Woods, en particulier du FMI, de réaliser des assemblées annuelles de ses membres. Donc, je pense que sa visite rentre dans ce cadre. Mais c'est quand même, ce qui est inédit, c'est la visite du directeur général du FMI qui vient au Cameroun pour une circonstance de ce genre. Et le docteur Hobson l'a dit tout à l'heure, c'est que cette visite survient dans un cadre particulier. Nos économies sont en crise. Nos économies qui sont, à l'exception de la Centrafrique qui ne produit pas encore le pétrole, sont véritablement en crise, donc subissent des contre-coups des chocs pétroliers. Ça fait que beaucoup de pays qui avaient adopté des plans d'émergence sont obligés de les rectifier parce qu'il n'y a plus de recettes. Donc, du coup, la situation n'est pas rose. Donc, le FMI arrive ici pour essayer de parler avec les pays de la zone et leur dire quelles sont les méthodes qu'ils peuvent adopter. Et vous connaissez la méthode du FMI, c'est l'ultralibéralisme. Et cet ultralibéralisme, on l'a éprouvé pendant 20 ans avec toute la douleur dans nos chairs, des ajustements structurels. Donc, aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que on se plaint beaucoup des ajustements structurels, mais nos pays en avaient vraiment besoin parce que on a des problèmes de gouvernance qui sont très forts et la pilule, la main, la camisole de force du FMI nous a permis au moins d'être assez exigeants en matière de gouvernance, de discipliner notre méthode managériale. C'est pourquoi maintenant le problème, comme le docteur Hobson l'a dit, c'est maintenant de savoir, de légitimer nos intérêts. Qu'est-ce qu'il faut? On s'est longtemps plaint du FMI, de sa camisole de force, mais aujourd'hui on doit se dire, Africains, qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes pour s'en sortir? C'est ça véritablement. Quel est le secteur dans lequel on doit travailler? Quel est le secteur dans lequel on doit axer les secteurs vitaux dans lesquels on doit travailler en urgence? Voilà, en urgence, je reste encore avec vous parce qu'elle dit quelque part ici, elle conseille aussi d'investir dans les secteurs à valeur ajoutée au lieu de multiplier les projets indéfiniment. Donc c'est un peu titillé que le Cameroun a, je crois, le plan d'urgence, il y a une multitude de projets que le gouvernement camerounais a lancés. Donc ça veut dire qu'un peu le gouvernement camerounais navigue à vue, n'a pas une perspective vraiment claire. C'est vrai, on est un peu perdu. C'est vrai qu'on est un peu perdu parce que ça, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, c'est très grave. On est un peu perdu parce que le Cameroun dit, voilà le document de stratégie, lutte contre la pauvreté. Voilà ce qu'on doit faire pour lutter contre la pauvreté. On a un canevas. Et puis, subitement, du jour au lendemain, on nous dit qu'il y a le programme d'urgence. Programme d'urgence triennal, il faut mobiliser des moyens, il faut ceci pour faire cela. Bon, mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on veut sortir de la crise, quand on veut bâtir on a des objectifs, on se donne des moyens et on se donne la capacité de les atteindre.
Or, sur le plan énergétique, tout le monde sait que il est impossible qu'on atteigne le plan d'émergence, notre objectif d'émergence en 2035, parce que sur le plan énergétique, on n'aura jamais la capacité de doper notre énergie pour résoudre le... Parce que c'est un problème industriel. On ne peut se développer pas si son industrie est faible. Moi, j'ai jamais vu un seul pays au monde qui soit développé avec une industrie faible. Et l'industrie ne se développe pas s'il n'y a pas d'énergie. Or, le Cameroun n'a pas la capacité aujourd'hui, ne sait pas donner la capacité de développer son énergie. Et la dame a raison quand elle dit le Cameroun multiplie les projets. Imaginez-vous que rien que pour lutter pour renforcer les capacités des acteurs, vous avez le PIACI, vous avez le FNE, vous avez une multitude, dans chaque ministère, il y a des projets pour renforcer les capacités. Aucun d'eux, on n'a jamais fait l'audit d'un seul. Pour connaître, en fait, véritablement, même vous existez depuis 10 ans. Vous avez donné le travail à qui? Ça servit à quoi? Est-ce qu'il y a de la continuité dans ce que vous faites? Mais le Cameroun, mais ce sont des projets budgétivores. Hein. Chaque année, on doit donner au FNE 10 milliards, on doit donner au PIACI 10 milliards, mais on ne se rend pas compte. Donc, cet argent, on aurait pu l'investir ailleurs pour beaucoup plus, avec beaucoup plus de dextérité, pour qu'il y ait beaucoup plus de fonds qui dopent des secteurs plus faibles. Par exemple, un secteur comme l'agriculture. D'accord, un secteur comme l'agriculture. On reviendra vers vous. Je vois que vous êtes vraiment efficace. Vous avez beaucoup de reproches à faire du plan économique du gouvernement Biya. Mais je reviens vers vous, monsieur Hobson. Qu'est-ce que vous pensez donc? Est-ce que vous pensez que Madame Lagarde a raison ou elle a tort de dire que on doit avoir des projets spécifiques à valeur ajoutée au lieu de multiplier des projets indéfiniment? Je pense que Mme Lagarde a raison. Mais je pense aussi que le gouvernement camerounais et les gouvernements de la CAC savent que cette situation existe. Ils n'ont pas besoin d'elle pour le savoir. La situation est déjà là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de Washington pour découvrir un problème qu'on a ici. Moi, dans ma perspective, je pense que nous connaissons nos problèmes, nous devons les définir et trouver des solutions. Nous pouvons trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Cameroun, puisque vous parlez du Cameroun, qui a plusieurs programmes dont vous avez parlé et qu'il n'y a pas de croissance. C'est pas normal. Donc, qu'on fasse venir Mme Lagarde ici pour qu'elle joue le rôle d'arbitre ou de professeur, pour rappeler aux gens que vous n'avez pas fait vos devoirs, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin d'elle pour reconnaître qu'on a des problèmes. Ce qu'on doit faire, plutôt, c'est focaliser sur la recherche de solutions à nos problèmes. Qu'on reconnaisse d'abord qu'on a des problèmes. Il faut qu'on fasse un état de lieu, qu'on reconnaisse qu'on a des problèmes. Mais, comme il est difficile de le faire parce que nous avons un système en place peut-être qui ne veut pas reconnaître un certain nombre de choses. Il faut que quelqu'un vienne d'ailleurs pour nous le dire. Moi, je pense que quelque part, là, nous changeons un peu le rôle des joueurs ici. On devait faire le rôle les joueurs devaient être ici et les arbitres devaient être également ici sur place. Mais peut-être aussi, est-ce que vous ne pouvez pas aussi voir de l'autre côté que peut-être nos joueurs qui devaient être ici sont, pour être vrais, incompétents, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Tout à fait. Donc vous devez avoir quelqu'un qui vient vous dire. Absolument. Et là, justement, c'est là où elle joue son rôle. C'est là où elle joue son rôle parce que, au moins, là, on peut écouter, parce qu'on ne peut pas écouter des gens qui sont ici, évidemment. Hein? Vous comprenez? Et donc, quand quelqu'un vient d'ailleurs, ça permet peut-être de secouer un peu le cocotier. Le cocotier. On secoue un peu le cocotier, mais réellement, est-ce que les cocotiers sont en train de tomber, les noix de coco sont en train de tomber? C'est ça la question. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que les noix de coco commencent à tomber pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Oui, je veux rester avec vous. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs comment 6 pays, parce que c'est la zone CEMAC qui produit uniquement des produits, qui leur économie est basée seulement sur les produits de base, le cacao, le café, le pétrole. Et pourquoi tous ces pays-là sont en deçà, auront une croissance cette année seulement de peut-être 2%, contrairement à ce que la BIAC avait annoncé en décembre, en disant que la zone aura une croissance globale de 2,40%. Comment ça s'explique? Mais ça s'explique très simplement, parce que c'est un problème de priorité. Vous savez, dans chaque pays dans le monde, on distingue 3 types de ressources. La première ressource, c'est la ressource des sous-sols, hein, tout ce qu'on a comme dans le sous-sol. Deuxième, on a les ressources agricoles,
tout ce qu'on peut planter. Et puis la troisième, c'est la ressource humaine. Comprenez? Les pays qui ont mis l'accent sur la ressource humaine ont une croissance constante. Je peux vous donner un exemple. L'Inde n'exporte pas le pétrole. Le Singapour n'exporte pas le pétrole. Hein? La Corée du Sud n'exporte pas le pétrole. Mais ils ont mis l'accent sur l'homme. Si vous recentrez votre politique sur l'homme, ce que nous, les innovateurs, on appelle justement la théorie des 3 P. C'est-à-dire qu'il y a la pensée, les idées, il y a la parole, hein, le verbe, ce qu'on peut consigner ces idées, il y a l'action. Donc vous amenez le peuple à faire cela, vous allez avoir une croissance. Vous n'avez pas besoin du FMI pour le faire. Vous comprenez? Dans d'autres termes, tous les 6 pays de la zone CEMAC... Puisque le Cameroun est la métropole de l'Afrique centrale, si ça ne marche pas ici, ça ne peut pas marcher au Gabon, ça ne peut pas marcher en Guinée-Équatoriale, ça ne peut pas marcher au Tchad. Vous comprenez un peu? Il faut que ça décolle ici. Et comme le moteur lui-même ne démarre pas, vous croyez que les autres pièces vont démarrer? C'est ça la vraie question. Et alors, je reste avec vous. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle le capital humain. Il faut mettre l'accent sur le capital, il faut redéfinir. L'autre jour, le président a parlé de l'économie numérique. C'est un exemple d'un investissement, d'un projet à forte valeur ajoutée. Hein? On peut parler également de la transformation de nos produits. Hein? On a le cacao ici. Pourquoi on ne le transforme pas? Pourquoi, si on arrive à transformer 50% du cacao du Cameroun, on n'aura pas besoin de la banque de Fonds monétaire international, on n'a pas besoin de discours du Fonds monétaire international. Tout, immédiatement, il y aura une croissance. Et il y a d'autres choses qu'on peut transformer. Vous comprenez? Il faut former les gens. Il y a les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle de l'économie numérique. Moi, je suis dans l'économie numérique. Hein? Je suis en train de former des jeunes étudiants camerounais qui, d'ici 5 ans, vont exceller dans le monde entier, dans le monde de l'économie numérique. Parce qu'ils vont être en compétition avec les meilleurs du monde, ils seront parmi les meilleurs. C'est un peu comme dans le football. Vous comprenez? Si ce que je fais individuellement, l'État pouvait faire ça, hein, multiplier par ça par 1000, on aurait un impact énorme au niveau de la création des emplois. Vous comprenez un peu? Et des richesses. Et des richesses. Voilà. Bon, je me retourne de vous, M. Henri Diabaté. D'autres personnes, je suis dans la rue, même dans d'autres journaux, je n'ai pas eu ça, que la venue de Mme Lagarde au Cameroun pour rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre, le groupe économique, dont le ministre des Finances du Cameroun, et puis après, les ministres des Finances de la zone CFA. C'est comme une seconde recolonisation. Est-ce que vous regardez ça de la même manière? Non, mais vous savez, il y a des craintes qui sont certaines. Bon, mais le problème qui se pose, c'est que le FMI, c'est une institution qui est dans son rôle. Madame la directrice est dans son rôle, c'est-à-dire que tous les États là sont membres du FMI. Ils sont des sociétaires du FMI. Alors, comme ils ont des problèmes économiques, le FMI vient pour vendre sa bonne recette. Et si vous êtes d'accord avec le FMI, il est évident que le FMI vous ouvrira les vannes et vous devez appliquer sa politique ultralibérale qui fait le triomphe du capitalisme sauvage. Le véritable problème, hein, ça, il faut qu'on se le dise, ne nous cachons pas. Quand on nous dit, le docteur Son a parlé d'économie numérique, c'est vrai, c'est bien, mais quand on a faim, l'économie numérique, c'est un peu loin. Nous, on a faim. Moi, je n'ai jamais vu un État se développer en ayant faim. Le premier des stades, c'est que la révolution industrielle, c'était quoi? C'était de dire le tabac, là, le sucre, là. On ne le cultive plus comme ça. Maintenant, on va utiliser des machines pour produire, pour transformer. C'est là où on a dopé la production. Une fois que vous avez dopé ça, vous pouvez passer au stade élevé, donc à l'industrialisation. Donc vous devenez riche. Vous avez créé la valeur ajoutée. Vous devenez riche. Oh, chez nous, un pays comme le Cameroun, vous imaginez qu'en 2015, le Cameroun continue d'importer le maïs alors qu'il y a la terre. Il y a les terres partout. Les terres arabes. Le climat est clément. La jeunesse, les bras sont gros. Mais le pays continue d'importer 80% de son maïs. Vous ne pouvez pas vous développer, c'est impossible. Ne rêvez pas. C'est pour ça que quand le FMI vient, il vous dit, au lieu de vous perdre dans des projets, de créer des projets cosmétiques qui ne vous serviront à rien, essayez plutôt de mettez-vous dans des endroits bien précis. Je vais vous prendre un exemple. Le Malawi. On a dit au Malawi, le FMI a dit au Malawi, arrêtez ça.
là où vous êtes là, c'est la crise économique, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez importer le maïs. Le Malawi a dit pas question. Ils se sont lancés, ils ont investi dans la filière maïs. Ils ont cherché des semences. Si on vous dit que 90% des semences au Cameroun continuent d'être importées, donc il n'y a que les fausses semences qu'on vend au marché, des semences qui ne donnent rien. Mais les vraies semences, on les importe. Les ingénieurs agronomes qu'on a, c'est pour rien. Pour porter les bottes, c'est pour porter les costumes et aller dans les bureaux, consommer, acheter consommer les budgets de l'État. Et dans les grosses voitures, ils ne servent à rien. Pendant ce temps, au Malawi, on a formé les ingénieurs agronomes, on leur a donné des capacités pour créer la bonne semence. Et du coup, le Malawi est devenu producteur et le Malawi est devenu exportateur, un pays qui était acculé par la famine. Il est devenu exportateur de maïs. Déficitaire. Oui, qui était déficitaire, maintenant il est devenu excédentaire. Et maintenant, l'excédent, là, c'est lui qui fournit au PAM la matière pour aller vendre au Cameroun. On dit qu'il y a la famine au Cameroun. Ça, c'est un paradoxe incroyable. C'est pourquoi ça veut dire qu'au lieu que le Cameroun... Donc, tu veux pas là dire que quand les Camerounais disent qu'il y a l'autosuffisance alimentaire, c'est une propagande. C'est une propagande. Il y a certaines régions qui ont de la nourriture et d'autres qui n'en ont pas. C'est des régions qui ont de la nourriture, n'ont pas la route. Elles n'ont pas de route. Les principaux bassins de production ne sont pas reliés par une route. Donc, ça crée véritablement ce déficit, ce désordre-là agricole. Henri, mais vous parlez seulement du Cameroun. Mais je vous rappelle que Mme Lagarde n'est pas tellement ici pour le Cameroun. Elle a une vue d'ensemble sur 6 pays. Oui, mais le Cameroun, c'est la métropole de l'Afrique centrale. Le Cameroun, c'est le visage de la CEMAC. Si le Cameroun est par terre, tous les autres pays sont par terre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut diversifier l'économie. Or, une économie, le Cameroun présente l'économie, le visage de l'économie la plus diversifiée de la zone CEMAC. Parce que vous allez voir, tous les pays de la... Vous avez posé une question tout à l'heure au Dr Hobson, je voudrais la compléter. Tous les pays de la zone CEMAC ont eu trop d'argent. Le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, ils ont eu beaucoup d'argent en termes... Ils ont vendu beaucoup de pétrole. Ils se sont lancés dans des projets d'émergence. C'est bien l'émergence, c'est bien. Mais ça ne se décrète pas. Vous aurez les routes, alors après les routes, vous allez faire comment? Vous aurez construit les grands stades, les routes, les grands hôpitaux. Et après, vous allez faire comment? La population aura faim. Et ventre affamé n'a point d'oreille. Et le ventre qui a affamé n'a point d'oreille. Et il se fâche après. Hein. C'est des révolutions. Comment se fait-il? C'est tous les petits bandits qui vendent les armes ici sont enclins à donner ça à la population. À vous entendre, c'est quand même mauvais que, par exemple, au Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso conçut une route de 1500-2000 km de la côte jusqu'à la forêt, conçut des hôpitaux. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il faut que la population n'ait plus faim. D'accord. Il faut des effets d'entraînement. D'accord. Je reviens vers vous, mais au Cameroun, et c'est un peu le problème dans toutes les zones. Hein. On organise les grandes compétitions. Le Congo-Brazzaville a organisé les Jeux africains. Le Cameroun va organiser 2 tournois, 2 Coupes d'Afrique. Est-ce que ces genres de projets ont une valeur ajoutée pour nos économies? Ouais. Je ne suis pas un économiste, mais si on se réfère un peu à ce qui se passe ailleurs. Vous avez vu tout ce que le Brésil qui a gagné plusieurs Coupes du Monde, hein, a investi pour la Coupe du Monde. Je pense qu'au niveau, en matière de valeur ajoutée, ça n'a rien apporté à l'économie brésilienne. Vous comprenez? Hein? Donc, quand on peut organiser des centaines de Coupes d'Afrique ici. Je ne pense pas qu'une compétition comme ça là, va réellement apporter quelque chose de substantiel à l'économie ici. Hein? Je pense que, bon, ça peut faire partie un peu... Hein? Quelques emplois. Oui, quelques emplois qui sont pas pérennes, qui vont disparaître après. Donc, je pense que chaque pays peut décider de la manière dont il peut gérer sa diplomatie, hein, parce que ça c'est également une diplomatie sportive, hein, diplomatie, hein, organisation. Donc, mais sur le plan vraiment fondamental, économique, je ne pense pas que ça apporte grand-chose au Cameroun. Vous pensez que ça n'apporte pas grand-chose au Cameroun. Ouais. Mais maintenant, je reste toujours avec vous. Dans la stratégie du FMI, au Nigeria, comme au Cameroun, en dehors de rencontrer les présidents, les premiers ministres, les députés, ils ont rencontré la société civile et aussi les patrons des petites et moyennes entreprises. Quel message, quelle analyse vous faites de cette approche? Ok.
Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une bonne approche. Au niveau superficiel, c'est-à-dire qu'au niveau du showmanship, hein, du photo-up. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, hein, une PME. Je me demande bien ce que le directeur général de FNE, si je la rencontre là, c'est qu'elle peut m'apporter concrètement. Parce que même si elle décide de demander aux autorités de la place, hein, d'assainir le climat des affaires, comme on est en train de le faire, hein, bon, vous pouvez assainir un climat des affaires, mais si vous n'avez pas des acteurs compétents, performants, pour jouer, c'est un peu comme si vous construisez un stade, mais vous n'avez pas de joueurs. Donc, vous imaginez comment l'économie ne peut pas, c'est-à-dire que simplement parce qu'on a signé un décret, parce qu'on a donné des incitations, ça ne peut pas apporter une croissance au Cameroun. Il y a un problème fondamental. Je reviens là-dessus. Il faut un leadership économique, il faut une réforme, il faut une innovation du service public, de l'administration camerounaise. Ça doit changer. Les process doivent changer là-bas parce qu'il y a beaucoup de Boko Haram, des idées, des projets et des idées dans l'administration. Des gens qui tuent des idées. Attention, je vais un peu entendre. Quand il y a beaucoup de Boko Haram, ça veut dire quoi? Des Boko Haram, des projets, des gens qui tuent des projets, des Camerounais qui vont soumettre des projets dans les ministères et qui sont morts quelque part. Est-ce que les idées-là pouvaient générer des richesses? Vous savez, les idées génèrent les richesses. Quand vous tuez les idées, vous tuez les richesses. Il y a plusieurs Camerounais qui ont soumis des projets qui sont morts parce qu'ils n'appartiennent pas à telle ou telle personne, on ne les connaît pas. Hein? Le projet peut apporter quelque chose, une valeur ajoutée au Cameroun, mais on bloque le projet quelque part. Et il y en a des milliers. Moi, je ne peux pas vous parler de mes projets, mais je connais plusieurs. Vous pouvez vous renseigner, allez-y voir des gens. Parlez-nous un peu de quel projet vous avez apporté qu'on a bouffé, que les Boko Haram économiques ont pris. Oui, les Boko Haram, moi je donne un exemple. Avec mon cabinet, on a fait une proposition pour la refonte de l'éducation au Cameroun. OK? Parce que l'éducation est en train de changer dans le monde. Ici, on continue à utiliser le système qui est venu des Blancs, colonial, de la zone de l'ère industrielle, en fait. C'est le système de l'ère industrielle où on demandait aux gens, si tu veux manipuler cette machine-là, voilà ce qu'il faut faire. Il faut lire. Il faut lire les instructions. Là, on lit les instructions, après on manipule. Aujourd'hui, on est passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information, et après, on est passé de l'ère de l'information à l'ère du savoir. Dans 10 ans, nous allons aller dans une autre ère, qui s'appelle l'ère de la singularité. On passe de plusieurs ères, mais on utilise le même système qui date de 200 ans. Ce n'est pas normal. Nous avons fait des propositions concrètes. On a envoyé ça au ministre. Il a trouvé une bonne idée. Il nous a demandé de rencontrer l'inspecteur des enseignements secondaires qu'on a rencontré. On a fait des propositions. On n'a jamais eu de réponse. Il n'y a pas eu de follow-up là-dessus. Okay? On voulait révolutionner ce système parce qu'on s'est dit, il y a des choses à faire. On peut vous donner des idées, comment les faire. On peut même vous accompagner. Ça a été bloqué. Je peux vous donner d'autres projets, mais je vous dis, on ne va pas parler. On ne va pas parler. C'est bien, parce que voilà. Souvent, c'est bien d'avoir un exemple concret. Et je peux vous donner la lettre du ministre, si vous voulez, je peux vous l'apporter. Et c'était quel ministre? C'était le ministre Bapès. Bapès. Voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est toujours là, bah? Bon, là, honnêtement, je connais pas le ministre. Bon, parce qu'on en a beaucoup. Non, il y en a le ministre de l'enseignement secondaire. Il est parti il était dans l'ancien. Voilà. Il n'est plus là. Mais, il n'est plus là. Mais il a trouvé l'idée intéressante et il nous a demandé de voir ses collaborateurs. Et quand vous n'appartenez pas, par exemple, au RDPC, vous n'avez pas le cas de RDPC peut-être? Oui, enfin. D'accord, ouais, c'est l'Afrique. Donc, bon, maintenant, donc, vous pensez donc maintenant ce que Dr Hobson vient de dire. Alors, ça, c'est le Cameroun et apparemment, c'est la même situation que vous trouvez au Congo, en Guinée équatoriale, au Tchad, en République centrafricaine. Mais je vais vous poser une autre question. Comment vous avez dit tout à l'heure, comment s'expliquez-vous que tous ces pays sont presque en déficit de paiement aujourd'hui? Parce que en Guinée équatoriale, c'est compliqué. En Angola, ça fait 9 mois qu'on ne paye pas les salaires dans des secteurs. Au Congo-Brazzaville, je pense que ça fait 2 mois on ne paye pas les retraités et il paraît que même les salaires de fonctionnaires, il y aura des problèmes. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça? C'est que l'économie est entièrement, elle est dépendante, elle est tributaire des produits pétroliers. C'est ça le problème. Vous savez que le pétrole, l'économie est très peu diversifiée et ce sont les recettes pétrolières qui alimentent le budget. Une fois qu'elles tombent, toutes les prévisions qui ont été battues d'émergence, par exemple au Gabon, étaient basées sur le pétrole, les recettes pétrolières. Une fois que le coût du pétrole a baissé sur le marché mondial,
le Gabon a été obligé de rectifier, de revoir à la baisse ses ambitions. Voilà, ses ambitions. Donc, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'objectif fondamental du FMI, c'est de diminuer l'intervention de l'État par tous les moyens. Quand elle va voir le secteur privé, ce n'est pas le hasard. Elle parle d'améliorer le climat des affaires. Parce que quand elle va en face du monde du secteur privé, on lui dit que non, le climat des affaires est vicié. Créer une entreprise, ça met du temps. Le système judiciaire est difficile parce que les magistrats sont accusés de concussion avec les milieux mafieux. Donc, du coup, elle dit aux gens, vraiment, il faut améliorer le système judiciaire, il faut améliorer le climat des affaires, donc qu'il y ait moins d'intervention de l'État. Nous, pour des pays comme les nôtres, j'ai souscrit sur un certain nombre de plans, mais il y a des aspects qui me gênent. Nous, des États comme les nôtres, sont jeunes. L'État, on a toujours vécu sur le règne de l'État-providence. L'État doit continuer, on doit vivre avec un interventionnisme de l'État très fort. L'État doit être à la clé, à la tête et à la base. L'État est devenu Boko Haram. Non, ça c'est un problème de moralité. Il y a les individus de Boko Haram. Donc l'État doit être au cœur de l'activité économique, au départ et à la fin de l'activité économique. Il doit impulser l'économie. C'est lui qui oriente, qui donne la voie, qui donne le là. C'est très important. Donc à partir de ce moment-là, une fois que l'État a enclenché, parce que c'est l'État qui organise. C'est l'État qui organise le jeu économique. Or, quand l'État est incapable d'organiser le jeu économique, c'est-à-dire que pour créer la moindre entreprise, vous faites 40 jours, vous faites 6 mois. C'est très grave. Tu veux payer une facture, c'est très grave. Tu vas dans une entreprise qui a une entreprise qui a des problèmes. Le régime des marchés publics, c'est dur. Une entreprise qui est rentrée dans le régime, qui est passée qui fait dans les marchés publics, par exemple, lui, les chefs d'entreprise, il peut vous dire, tu vas soumissionner pour un projet public, ben, mon cher ami, si tu es payé 8 mois après, toi, tu as des contraintes financières, tu fais comment après? Donc, il y a véritablement, il faut changer ce régime des marchés publics, il faut qu'il soit attractif et adapté aux exigences du marché. Donc, il y a un certain nombre d'aspects économiques qu'il faut changer à tous les prix. Donc, l'État doit continuer d'intervenir, mais de créer un beau jeu. Il ne faut pas qu'on crée un stand sans qu'il y ait des joueurs. Donc, l'État doit organiser le jeu, de manière efficiente pour que l'État, pour que les acteurs économiques se retrouvent. Je voulais rester avec vous pour vous poser une question. Je vais parler, la Guinée équatoriale a organisé sa CAN. Je crois que le Gabon va organiser pour elle, si je ne me trompe pas. Le Congo-Brazzaville a fait le NEC Ultra, donc les Jeux africains. Le Cameroun va organiser 2 CAN. Est-ce que, je pose la même question à M. Hobson, est-ce que vous trouvez que c'est important? Est-ce que ça va ajouter un plus? Est-ce que ce n'est pas ce que Mme Lagarde dit de gaspillage? Oui, pour un économiste pur, c'est du gaspillage. Parce que ce ne sont pas des investissements qui rapportent de l'argent tout de suite. Oui, pour un économiste pur, c'est du gaspillage. Bon, mais pour quelqu'un qui se situe sur un autre plan. Comme quel plan? C'est-à-dire, ça peut créer des emplois. C'est vrai que ce ne sont pas des emplois pérennes, c'est des emplois... une année, 6 mois. Oui, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça va donner un peu d'argent. Et quand tu sais que quand quelqu'un a de l'argent, il peut nourrir 5 ou 6 personnes. Si on en a recruté 1000, ça va faire tout en sachant 6 000 personnes. C'est les Chinois qui viennent et les Chinois apportent tout le monde, dont on ne voit pas l'emploi que ça crée. Bon, il y a aussi ça. Mais ça, c'est un autre problème. Le problème, maintenant, quand on fait... nous diabolisons pas tout. Quand on organise la CAN, les institutions internationales, par exemple l'instance septième de football vous dit, pour organiser la CAN, il faut des aéroports internationaux. Il faut des routes. Donc, l'État est obligé de mettre en place ces infrastructures. Les États africains qui, par expérience, sont réfractaires dans la mise en place d'infrastructures comme les routes, comme les hôpitaux, comme les aérodromes. Les États sont obligés de se moderniser, de moderniser leur parc
en infrastructure. Donc, la contrainte qui pèse sur eux les pousse. Parce qu'imaginez-vous, les Camerounais, vous vous souvenez, le président Issa Hayatou est venu ici au Cameroun et il a été obligé d'assurer que le Cameroun a la capacité d'organiser la CAN. Parce que les gens étaient dubitatifs. Au sorti d'une interview avec Paul Biya, avec le président Biya. Entre nous, maintenant, il faudra que vous dites la vérité, monsieur Henri Diabaté. Est-ce que ce n'est pas une faveur de Hayatou au gouvernement camerounais? Vous pensez que non, ça ne peut pas être une faveur. Est-ce que vous pensez qu'entre le Cameroun et l'Afrique du Sud et d'autres pays, le Cameroun, les autres missionnaires, on n'a pas eu une faveur pour le Cameroun? Non, nous sommes quand même sérieux. Non, je pose la question. On peut accorder une fleur au Cameroun. Le Cameroun n'a pas organisé de compétition depuis très longtemps, d'accord. Oh, le Cameroun, c'est un maillon fort du sport en Afrique, d'accord, mais dans ce genre de choses, on ne fait pas il n'y a pas de favoritisme. Oui, la philanthropie n'existe pas. Parce que c'est des cadres. Il vous faut la route, il vous faut les aérodromes. Il vous faut, sur le plan technologique, il vous faut une connexion suffisamment forte. Sur le plan énergétique, on ne doit pas quand même couper le courant le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Donc vous êtes obligé de revoir. Je vais vous poser une question à propos, une dernière et rapidement, vous allez me répondre avant que je ne donne la parole à M. Est-ce que donc, si je vous entends bien, il faudra qu'on attende pour qu'on organise les Coupes d'Afrique ici au Cameroun pour qu'on ait des routes, on ait des aéroports modernes, on ne nous coupe pas l'électricité? Disons que je ne le dis pas de façon péremptoire, mais ça ressemble furieusement un peu à ça. Il faut toujours qu'il y ait de la contrainte pour que le Cameroun consente à réaliser l'investissement qu'on attend de lui. Donc, c'est pourquoi si on peut organiser les CAN tous les 5 ans, je pense que les infrastructures que le pays a en droit d'attendre, parce que je dis toujours bien, on a un bassin de production agricole très fort. Mais lorsque ces bassins ne sont pas raccordés, connectés au réseau, au réseau routier, au réseau ferroviaire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous trouvez dans la zone de Mandjab. Mandjab, c'est moins de 40 minutes de Douala. C'est un grand bassin de production agricole. Mais il n'y a pas la route pour amener la nourriture à Douala. Et la CAN va nous faire la route à Mandjab. Espérons. Bon, ok. Mais je reviens vers vous, Hobson. Quelque part, vous êtes un peu dubitatif que Mme Lagarde rencontre les patrons des PME ou des entreprises camerounaises. Écoutez, M. André Futso, qui est le patron du JICAM, s'est plaint du climat d'affaires au Cameroun. Et il n'est pas politique. Les gouvernements camerounais parlent de la croissance, mais il a dit que la croissance camerounaise ne serait pas bonne cette année. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était quand même une bonne chose pour que, au lieu de parler avec le Premier ministre du Cameroun, avec Paul Biya, que Cameroun Tribune enjolive cette rencontre, il fallait quand même rencontrer quelqu'un comme André Futso et les autres créateurs d'emplois dans ce pays, au lieu de passer par les politiques? Tout à fait, je suis parfaitement... D'abord, avant de répondre à votre question, je pense que ce que notre frère Diabaté a dit tout à l'heure à propos de la Coupe, c'est très pertinent. La Coupe va avoir des retombées. On en a besoin parce que la dernière Coupe a été organisée en 72. Oui, il y a 3 ans aujourd'hui. Voilà. Mais en termes de priorité, moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on devrait faire. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons à l'État. Pour vous rappeler aussi, sans vous garder le fil des idées, que même au Brésil, les Brésiliens n'en veulent pas, mais le gouvernement les impose. Et on a été imposé, justement. Donc, ça a été le cas. Bon, maintenant, pour revenir à votre question sur le président du JICAM. Oui. Je pense André Futso. Oui, le fait de rencontrer André Futso, c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins, vous avez... elle va toucher du doigt des problèmes. Des problèmes des entrepreneurs, des problèmes des hommes d'affaires, des opérateurs économiques. Et cette information peut être relayée. Et comme je l'ai dit, puisque ça vient du Fonds monétaire, peut-être que ça va prêter attention. Les gens vont prêter attention à ça. Il y aura un peu plus d'attention à ce qui viendra du haut là-bas que ce qu'on pourrait rapporter d'ici. Parce que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Complexe de l'homme blanc ou la femme blanche. Oui, bon, et puis l'institution, c'est pas seulement la femme blanche, l'institution aussi qui est là, qui a quand même une certaine influence sur les pays, surtout les pays vulnérables, qui vont continuer à dépendre du fonds. Parce qu'un pays comme la Chine n'a pas besoin du Fonds monétaire international, même s'ils sont en crise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les pays vulnérables sont obligés de continuer et vont écouter. Parce que quand les choses vont passer de mal en pire, ils auront besoin de cette institution-là.
Vous voyez un peu? Mais si on a une économie bien structurée, bien décentralisée, bien diversifiée, hein, et qu'on mette l'accent sur les priorités, sur les projets à forte valeur ajoutée, je pense que le Cameroun peut même devenir émergent d'ici 2025. On n'a pas besoin d'aller en 2035 pour le faire. Mais on ne pourra jamais le faire si le système reste. Comme je l'ai dit, on peut tout faire au niveau superficiel, mais si les joueurs ne sont pas compétents et n'ont pas une performance optimale, rien ne va changer. Je voudrais que vous me dites les choses d'une manière claire. Donc, si je vous entends bien, oui. Ce régime-là, ça fait 33 ans qu'elle nous gère le pays. Elle est incompétente. C'est des mauvais joueurs, oui, économiquement parlant. Économiquement parlant, ce n'est pas seulement le régime, c'est également le secteur privé. Hein. Oui. C'est-à-dire ici, là, tout le monde, vous allez voir. Mais c'est les politiques qui donnent le là. Au niveau des politiques, justement, le système tel qu'il est, hein, là aujourd'hui, quelles que soient les mesures qu'on va prendre là, hein, ne pourra pas favoriser vraiment la croissance des petites et moyennes entreprises qui sont à l'origine de la création, hein, des emplois et des richesses. Ça va être très difficile. Mais les mesures ont été prises. Et on espère, par exemple, avec la banque des PME, avec l'agence des PME, on va voir ce que ça va donner. On a 2 ans, 3 ans peut-être pour essayer de faire une évaluation de leur action et puis voir réellement si ces agences vont réellement servir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une bonne idée, vous pouvez bien la structurer, mais si vous ne posez pas des actes qui sont en harmonie avec cette idée-là et avec ce que vous avez écrit, rien ne va marcher. J'aimerais que vous savez ceux qui nous suivent, hein, c'est oui. des gens ordinaires oui. comme vous et nous qui ne connaissent pas. Quand vous dites que harmonie, hein, ça veut dire quoi? Il faut une harmonie. Voilà ce que je veux dire. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, hein, tout commence par l'idée. L'idée. C'est-à-dire que les grandes nations ont été créées par des gens qui avaient des idées. Vous comprenez? Donc l'idée est à l'origine de tout. Maintenant, quand vous avez cette idée, vous la développez, ça devient une vision. Hein? Vous avez une vision. Après, maintenant, il faut la consigner. Hein? Verbalement et oralement et par écrit. Ensuite, maintenant, il faut poser des actes. Il faut exécuter cela. Donc, quand vous dites quelque chose, alors que vous pensez à une autre chose, il n'y a plus d'harmonie. Vous voyez un peu? Quand vous écrivez quelque chose et vous faites quelque chose d'autre, il n'y a plus d'harmonie entre ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. Vous voyez un peu l'harmonie Donc, il faut un alignement tout le temps pour qu'il y ait une bonne performance. Quand il n'y a pas d'alignement, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas d'alignement, ça ne marche pas. Voilà. Mais Henri Diabaté, nous avions parlé beaucoup, mais autre chose. Pensez-vous que la venue de Mme Lagarde en Afrique, dans la zone CEMAC, ça préfigure des mesures draconiennes comme une deuxième ou troisième vague de réajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, ou peut-être le Cameroun, les pays de la CEMAC vont maintenant aller pour prêter, et pourtant on avait annulé leur dette. Ben, ils vont aller chercher de l'argent, c'est clair, ils sont à l'étroit. Après avoir... Vous savez, il y a un problème de recettes. On ne vend plus de pétrole. Peut-être c'est la Centrafrique qui peut être heureuse de la situation. Elle qui ne produit pas de pétrole, qui en achète, elle peut être heureuse. Mais le cacao, les autres aussi, c'est des problèmes. Toutes les matières premières. Toutes les matières premières sont dans le dur. Donc, le véritable problème maintenant qui se pose, c'est que on n'a plus de recettes. On a perdu des recettes, souvent divisées par 2. Pratiquement. Ensuite, vous savez, il y a le problème. Ils ont déjà perdu 40%. Voilà. Et le problème de l'insécurité, le lourd tribut que nous payons pour financer la lutte contre Boko Haram fait que l'État est en train de lutter par deux fois. Donc, vous comprenez, sur 2 fronts. Donc, ça devient plus difficile, ça grève vraiment les recettes budgétaires. Donc, du coup, l'État est obligé d'expérimenter toutes les voies, même les voies vers lesquelles il s'était promis de ne plus jamais rentrer. Donc, aujourd'hui, il veut rentrer vers le FMI, voir comment on peut... Vous savez, l'État va chercher sur le marché financier, sur le marché international des capitaux, mais aussi il regarde de l'autre côté du FMI. Qu'est-ce qu'on peut attendre du FMI? Bon, mais maintenant, le problème aussi, c'est que je suis heureux lorsque Mme Lagarde, elle au moins, elle essaye de dire aux Africains, surtout ceux de la CEMAC, attention, l'intégration pour augmenter la taille d'échelle, faire des économies d'échelle, augmenter la taille de nos économies. Il faut que l'intégration soit effective. Il est inadmissible toutes ces barrières tarifaires entre vous. Créer de véritables
des économies fortes, grandes, Henri, qui puissent vous permettre de lutter avec les produits extérieurs. On a un problème de temps, c'était important de souligner, mais rapidement. Je vais vous poser une dernière question, j'espère que la régie va nous... Je vais vous poser, ça n'a rien à voir, c'est le problème de l'emprunt. L'État compte emprunter encore 370 milliards. Ça vous inspire quoi? Mais ça m'inspire le désastre, parce qu'en réalité, l'argent peut être injecté. Si c'est injecté pour des projets à forte valeur ajoutée, je pense que ce serait une très bonne chose. Et où rapidement, Henri? Il y a un problème, et ça j'ai entendu Mme Lagarde le dire, elle a parlé de la base statistique. Il n'y a pas de statistiques en zone SEMAC. On ne peut pas construire une économie sans statistiques, ça n'existe pas. D'accord, il n'y a pas de statistiques en zone SEMAC. Voilà, c'est là où on va mettre terme à notre émission aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons venir parler du problème de Rio Tinto qui quitte à l'UQAM. Voilà, c'est un honneur d'être avec vous. Restez toujours sur les émissions de la chaîne bleue. Et c'était l'émission Le débat économique.